à tous, je suis Lionel Baucher et bienvenue dans le podcast de la Petite Balle Blanche. Jamais 203 et donc après notre sujet sur la démocratisation du golf et notre numéro avec Michel Nietbala, architecte de golf, nous allons nous intéresser dans ce 3e épisode au golf féminin. Et pourquoi celui-ci manque-t-il tellement de visibilité alors que l'intérêt des amateurs de golf est pourtant réel? Pour compléter cette émission, nous aurons bien sûr les rubriques de nos chroniqueurs, car oui, ils sont bien tous là, fidèles au poste. À commencer par la touche féminine de cette équipe, Marion Ricordo. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Je serai accompagné également de celui qui a enfin décroché sa première victoire au quiz, Gurvan Boni. Ça me fait plaisir que tu me présentes comme ça. Bonjour à tous. À ses côtés, le champion des fosses de sable, Cyril Le Guen. Allô tout le monde. Le champion incontesté de notre quiz, Christophe Soudé. Bonjour tout le monde. Et celui à qui l'on doit toutes ces discordes dans notre équipe, Julien Fontaine. Salut à tous. Nous allons débuter cette émission avec Agathe Sauzon qui nous fait le plaisir de nous rejoindre pour ce podcast. Bonjour Agathe. Bonjour. Salut Agathe, ça va? Ouais, ça va et vous? Ça va bien. Alors Agathe, on est super content de t'avoir. Et ben moi aussi, c'est avec grand plaisir. Merci Agathe d'avoir répondu à notre invitation. Alors, première question, comment vas-tu? Comment s'est passé ce confinement et est-ce que tu as pu retrouver les parcours? Oui, tout se passe bien. Moi, ça fait 2 mois que du coup je peux jouer. Après, pendant le confinement, j'étais quand même dans un endroit sympa où je pouvais quand même m'entraîner un petit peu. Donc ça, c'était bien. J'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Et après, je me dis que c'est un bon moment pour travailler techniquement. Ça fait une grosse saison d'hiver comme on n'a pas... Enfin, moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu. Du coup, je garde assez la banane et je reste assez positive, on va dire. Et quand est-ce que la saison va reprendre pour vous sur le circuit européen? Alors, c'est toujours un petit peu incertain pour le Scottish et le British qui sont normalement mi-août. Ils vont nous l'annoncer là, le 29 juin. Après, je pense qu'on va jouer peut-être 4-5 tournois en fin de saison, peut-être plutôt en Europe. J'imagine que de toute façon, le LED vous a annoncé une saison blanche cette année? Oui, c'est une saison blanche, donc de toute façon, on va jouer des tournois, c'est pour garder le jeu et puis s'entraîner en fait. S'entraîner, gagner un peu d'argent quand c'est possible. Voilà aussi. Et bon, pas de pression par rapport à la carte, quoi. Non, tout à fait. Ça, c'est déjà bien. Moi, je vais te parler je voulais te poser une question par rapport à une chose qui a évolué depuis que je ne joue plus. C'est ce que le LET a décidé de faire, que tu nous donnes ton avis sur la question par rapport au LPGA. En fait, maintenant, le LET fait partie intégrante du LPGA. Alors, c'est une sorte de pas de satellite, mais pas loin. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou pas pour le LET? Et voilà. Quel est ton sentiment par rapport à ça? Moi, je pense que c'est une très bonne chose. On le voit déjà avec le calendrier qu'ils nous avait proposé en début de saison, qu'on devait jouer 25 tournois. Alors moi, je sais que l'année dernière, j'ai joué 10 tournois sur le LET, avec des dotations plus importantes. Je trouve que même on parle beaucoup plus de nous. Ça commence à avoir même les tournois mixtes. Ça amène beaucoup plus de monde, parle un peu plus du golf féminin. Donc, pour ça, c'est vraiment un plus. Puis ça aussi, ça nous a ouvert le top 5 en fait, du ranking du LET, avait accès aussi à la finale des cartes du LPGA, qui est aussi un bonus. Du coup, je pense que ça va faire venir des filles qui allaient sur le Symetra pour jouer le LPGA et qui vont peut-être revenir. Donc, je pense que le niveau de jeu sur le LED va augmenter aussi. Ouais, tu penses que les Européennes qui avaient tendance à partir jouer sur le Symetra, elles vont peut-être rester en Europe, quoi? Je pense, parce que vu le calendrier, je pense que 2021 sera toujours le même calendrier. C'est quand même une belle saison avec quand même 25 tournois, dont on peut aussi quand même avoir des chances si on joue bien, de jouer le British ou l'Evian. Donc, ça laisse quand même beaucoup d'opportunités et avec des bons champs de joueurs. D'accord. Et toi, étant donné qu'en plus, tu avais eu l'occasion de jouer sur le Symetra en même temps que moi, je me souviens, on a joué un peu ensemble. Tu connais le fonctionnement finalement du
du circuit américain, enfin du LPGA, parce que Symetra, finalement, c'est la deuxième, je le rappelle, c'est la deuxième division du circuit professionnel féminin aux États-Unis. Oui. Et donc, le Symetra est géré par le LPGA. Et du coup, toi, tu connais déjà, donc tu n'as pas d'appréhension particulière par rapport à l'organisation en Europe? Non. Et moi, du peu d'expérience que j'ai fait sur le Symetra, je sais que je me sens mieux sur le circuit en Europe. D'accord. Et après, je reste positive là-dessus que voilà, le niveau va évoluer, les parcours aussi, je pense qu'ils vont évoluer pour qu'on se prépare mieux pour le LPGA. Donc, je pense que ça sera un bon circuit de passerelle, du coup, de toute façon, pour le LPGA qui sera toujours le meilleur circuit au monde, en fait, avec toujours les meilleures joueuses. Avant de parler des dotations, etc., j'ai une petite question sur le Symetra. Alors, sur le LPGA, l'entrée de jeu, l'entrée fee, c'est $200. Sur le Symetra, c'est $500. Et sur le LET, jusqu'à ce que je joue, donc je ne sais pas si ça a évolué depuis, c'était 80 €. C'est 90 €. Alors là, c'est 90 €. Donc ça a un tout petit peu augmenté, mais ça reste très, très raisonnable. Oui. Surtout par rapport au Symetra qui peut être presque maintenant comparé en termes d'accessibilité au LPGA. On peut comparer Symetra et LET. Est-ce que sur le LET, ils ont décidé d'augmenter les entry fees ou est-ce qu'ils les maintiennent comme elles étaient avant chez nous? Ils maintiennent les 3 tournois que j'ai joués du coup cette saison. Ils maintenaient les 90 € quand on voyage beaucoup plus. Les frais sont un tout petit peu plus chers, je pense, que sur le Symetra pour les voyages. Mais j'avoue qu'il y a quand même une grosse différence entre 90 € d'entry fee et 500 € sur le Symetra. Jouer sur le Symetra, on se déplace en voiture souvent d'un tournoi à un autre. Oui. On peut être hébergé chez l'habitant sur certains tournois, mais on a quand même 500 $ au départ qui sont payés avant même de taper la balle au départ du 1. Donc ça fait des sacrés frais. Voilà. Donc on se rend pas toujours compte, mais les filles ont quand même des charges par rapport à des dotations qui en plus sont moindres que celles des garçons. Mais on en parlera après. Et le budget, les différents budgets, le budget nécessaire pour faire toute une saison sur le LET ou le LPGA ou le Symetra, c'est de l'ordre de quoi en fait? Moi, j'avais chiffré ma saison cette année, du coup, avec quand même beaucoup plus de tournois que les années précédentes. Ouais. J'avais chiffré la saison à 55 000 € sans caddie. Je pense que c'est bien 65 000 € avec un caddie à l'année. Et c'est à ce tarif-là, c'est un caddie professionnel ou c'est un caddie, on va appeler ça plutôt un peu expérimenté, mais pas trop? Tu vas envoyer un CV, Gugu, ou quoi? J'ai pas les épaules. Après, les caddies vraiment professionnels, je pense que c'est un tout petit peu plus cher. Après, c'est un peu moins cher que sur l'European Tour, ou sur les LPGA, mais je pense que c'est plus peut-être un caddie qui apprend ou qu'on devrait former. En fait. Est-ce que c'est facile de trouver des sponsors qui vont vous accompagner en tant que femme, en tant que joueuse, d'arriver à trouver des gens qui vont vous aider financièrement? Moi, j'avoue que j'ai un peu du mal à trouver. Après, je pense que c'est mon problème, c'est que j'ai peut-être du mal à me vendre aussi, mais je pense que nous, c'est avec beaucoup des connaissances quand on joue des pro-am ou des gens qui nous aiment bien, qui nous connaissent depuis toujours, qui vont nous aider, mais c'est sûr qu'on a beaucoup moins de facilité que les hommes à trouver des sponsors. Parce que moins de visibilité. Ouais. Aussi moins de visibilité, et puis il y a beaucoup de gens qui adorent le spectacle, qui sont à fond là-dedans, et le golf masculin, il y en a, ça les fait rêver parce qu'ils n'arriveront jamais à faire cela. Donc il y a beaucoup plus de spectacles que nous, alors que nous, on est peut-être plus proche du jeu amateur pour le swing et tout ça. Et du coup, les gens, ça les fait rêver un peu plus, je pense. Et du coup, c'est pour ça qu'ils veulent peut-être aider. Ils pensent que un bon joueur qui sort juste du circuit 3e série, on va l'aider. Il a vraiment du talent parce qu'il fait des spectacles de fou sur notre parcours. Et alors que nous, on est un peu. Je pense qu'on fait moins de spectacles, on est plus réservé, on travaille plus chez les femmes, mais du coup, on nous voit un peu moins. Et éventuellement lancer des crowdfunding ou des systèmes, par exemple, je crois que c'est Ariane Provost qui avait dû faire ça il y a 2 ans, je crois, oui. Où elle s'était en fait vendue à faire des participations où elle accompagnait par exemple des amateurs sur des parcours. Est-ce que ça peut être un moyen de réussir à gagner un peu d'argent sans réussir trop à nuire à ton entraînement ou à... Si on veut vraiment quand même du coup avoir le bon budget quand même, qui est une saison quand même qui est assez chère.
Je pense que ça suffit pas. Parce que ça prend beaucoup de temps et on a quand même besoin d'avoir du temps pour nous et pour s'entraîner. Donc je pense que c'est toujours un plus, c'est un bonus, c'est sûr, c'est toujours bien, mais crowdfunding, ça je le dis pas, mais je pense que c'est une solution pour par exemple clôturer un budget qu'on n'arrive pas à finir. Ouais, pour des petits budgets, je suis d'accord, ouais, c'est Voilà, ça. pour des petits budgets. Pour des petits budgets, c'est bien parce que je pense que les gens se rendent pas compte que quand tu fais une partie avec quelqu'un, surtout contre rémunération, parce que si tu fais une partie amicale avec un copain, c'est très différent, mais une partie contre rémunération comme un pro-am, tu donnes beaucoup de toi et en fait, ça te fatigue 2 fois plus que de faire 36 trous dans la journée, quoi. T'es beaucoup plus parce que t'es en permanence en représentation, tu t'occupes de la personne, etc. Et gagner de l'argent grâce au crowdfunding, c'est compliqué parce que c'est chronophage. Pour gagner beaucoup d'argent, il faut faire beaucoup de parties et physiquement, et puis même mentalement, j'imagine. Je peux comprendre que ce soit pas la meilleure solution pour tout le monde. Oui. Et la Fédé, par exemple, apporte éventuellement une aide pour la recherche éventuellement de sponsors qui pourraient être genre un peu plus gros que la PME du coin, du style Monsieur Accor-Hôtel, Monsieur EDF ou je sais pas qui. Non, ils n'ont jamais proposé. Après, moi, je sais que l'année où je suis arrivée, où je suis passée professionnelle, ils nous ont aidés un petit peu financièrement. Ils ont aidé un petit groupe en fait de jeunes. On était le pôle pro, et du coup, ils nous aidaient avec des coachs. En fait, ils nous aidaient un peu la transition amateur-pro. Donc là, ils nous ont aidés pendant 3 ans. Je sais, j'étais avec 3 autres filles où on est passé pro tout en même temps. Donc pour ça, ils nous ont quand même beaucoup aidés parce qu'on a pu faire des stages chez la Fédé qui nous aidait, qui nous faisait amener nos coachs. Puis on avait une émulation pour s'entraîner qui était géniale. Donc pour ça, ils nous ont bien aidés. Après, je crois que ça s'est arrêté l'année dernière, cette aide. Moi, j'avais une question avec ce qui vient de se passer là dans les Landes. Là, il y a eu un tournoi. L'initiative était quand même super cool. Enfin, a priori, oui, c'est parti d'une idée comme ça et puis réunir. Maintenant, enfin, honnêtement, 78 joueurs invités, 6 femmes, si je me trompe pas. Oui. Et 72 hommes. Alors, c'est plutôt sympa. Enfin, évidemment, c'est tout à leur honneur d'avoir fait ça et d'avoir pris. Parce que je crois que les joueurs devaient payer quand même 300 euros, je crois, 100 euros par parcours, exemple. Donc c'était. Mais est-ce que tu trouves logique qu'il y ait que 6 femmes? En fait, on nous a proposé ça fin mai. Ça devait être 12 filles au départ. Et on nous a proposé du coup que c'était 300 euros l'inscription. Et beaucoup de filles, du coup, ont un boulot à côté parce qu'elles ne peuvent pas continuer la saison comme ça en attendant, parce qu'on n'a pas de tournoi, nous, avant. On ne sait toujours pas, en fait. Ouais. Donc, il y en a beaucoup qui n'ont pas pu, qui ont dit non, du coup, ou d'autres, ça leur faisait trop cher, 300 euros d'inscription plus le voyage, parce que il y a pas je crois qu'il n'y a qu'une seule fille qui habite par là-bas dans cette région. Donc c'est pour ça que ça s'est réduit en fait à 6 joueuses, parce que plein de filles ont dit non à cause de ça. Ouais, je comprends. Quel est ton sentiment sur l'approche des médias français vis-à-vis du golf féminin? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir de l'attention de la part des médias? Moi, je trouve pas trop. Je prends l'exemple là de début de saison où j'ai pas trop mal joué sur 2 tournois. Au tournoi où j'étais en tête, pas une seule fois la fédération m'a envoyé un message pour avoir un peu plus d'infos sur le tournoi, comment ça se passait. L'article était minuscule parce que la même semaine, des bons joueurs français sur l'European Tour ont bien joué. Donc c'est sûr qu'il y a une différence. Je pense que déjà ils nous posent pas, ils viennent pas vers nous. Du coup, les articles sont pas assez construits. Du coup, ça donne pas envie au lecteur de lire l'article. Déjà, je trouve qu'il y a déjà. Moi, je le sens parce que j'ai pas beaucoup de journalistes qui viennent me voir quand j'ai un résultat, et j'ai d'autres copines qui m'en ont déjà parlé. De façon générale, il y a des progrès depuis des années, parce qu'il y a 5-6 ans, on n'aurait même pas parlé de la 2e ou 3e joueur française qui jouait un tournoi du LET. Mais de temps en temps, parfois sur des événements, on retombe, on fait 3 pas en arrière, quoi. Ouais.
Ouais, Le problème, c'est qu'on parle du golf féminin quand il n'y a rien d'autre à dire. Quand ils n'ont aucune autre info, là, ils bouchent les trous avec le golf féminin et c'est malheureux. Je dirais que ça s'est amélioré. Enfin, on va faire un débat là-dessus. Donc, je dirais que ça s'est amélioré, mais parfois, il y a des ratés, quoi. C'est ça. Des ratés qui n'existent pas dans le golf masculin. On a quand même une joueuse qui montre le haut niveau avec Céline Boutier, qui est quand même très très haut placée au ranking mondial, je ne sais plus exactement, mais qui est là quand même sur le LPGA depuis 2 ou 3 ans, qui a gagné un tournoi. Et chez les hommes, il n'y a pas ça, quoi. Enfin, non. Et on a aussi le numéro 1 mondial amateur. Voilà aussi. J'espère que les garçons, il y en aura du coup Victor Pérez qui est bien parti pour jouer sur le PGA Tour, mais bon, pour l'instant, on a quand même les femmes qui sont meilleures. On a quand même 3-4 joueuses sur le LPGA qui y sont depuis des années, donc et on ne parle pas assez de nous. Ouais. Et justement, pourquoi parce que je peux inclure Marion dedans, mais pourquoi tu t'es lancé dans le golf féminin? Pourquoi tu as décidé d'en faire carrière quand tu sais que la difficulté de faire une carrière, en fait, quelque part, pour vous, enfin, je veux dire, il n'y a que le haut du panier et vraiment le super haut du panier qui arrive à relativement bien en vivre. Mais qu'est-ce qui est le déclencheur de vouloir se dire je vais faire une carrière dans le golf, bien que je sais que ça va pas être facile? Moi déjà, en fait, au début, quand j'ai commencé à faire mes études, je n'étais pas très sûre. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'aimais de plus en plus ça. Je commençais à avoir de meilleurs résultats. Et je me suis dit, mais c'est bête, je ne veux pas arrêter. Je vais me battre jusqu'au bout et voir jusqu'où je veux aller. Donc je pense que c'est plus vraiment la passion. Je pense qu'on ne fait pas ce métier pour en vivre vraiment. On sait très bien qu'on fera autre chose plus tard. Je pense que toutes, entre nous, on a toutes des projets plus tard pour du coup plus gagner notre vie. Mais c'est vraiment une passion, c'est qu'on aime vraiment la compétition, qu'on a envie de se battre et de voir jusqu'où on peut aller à notre niveau. Et voilà, on est accro en fait, donc on a envie d'essayer. Je pense que quand on passe pro et qu'on est sur nos premières années, on s'imagine pas tout ce qu'on doit endurer parce qu'on ne gagne pas notre vie avec notre métier. Et on se dit quand même qu'on a toujours ce rêve du LPGA où quand même là-bas sur le LPGA on gagne notre vie. Et si une jeune fille nous écoutait maintenant, elle a 12-13 ans, elle commence vraiment à s'impliquer en gros dans le golf, quel serait le conseil ou les 2 ou 3 conseils super importants que tu lui donnerais si elle veut vraiment passer pro? Qu'elle garde le plaisir déjà en premier, le plaisir du golf, qu'elle soit toujours sur ses objectifs, là où elle veut aller, qu'elle n'écoute pas les gens qui sont jaloux et qu'elle aille, qu'elle garde cette passion de la compétition et puis qu'elle s'entraîne parce que de toute façon, on n'arrive pas comme ça avec du talent au plus haut niveau. Mais du bon entraînement, qu'elle s'entoure avec un bon staff qui croit en elle, elle peut réussir si elle aime ça. Et qu'elle se renseigne sur tout ce que ça implique de passer professionnel. C'est pas juste du jour au lendemain, je passe pro et je gagne de l'argent en jouant au golf. C'est je deviens auto-entrepreneur. Passer pro, c'est pas juste gagner de l'argent quand on rentre en putt. C'est un peu plus complexe que ça. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Au contraire, quand on a des rêves, faut vraiment aller jusqu'au bout. Mais par contre, il faut connaître le sujet de A à Z. Donc, une jeune fille qui voudrait passer pro maintenant, il faut qu'elle se renseigne. Les golfeurs pros sont pas, et les filles encore moins intouchables. Vous êtes toujours en train de donner de votre temps pour les jeunes parce que vous savez d'où vous venez et vous oubliez pas. Et du coup, on a été comme tous ces jeunes. De toute façon, on a eu nos idoles. On a toujours cru. Moi, je me rappelle, c'était ma génération quand je voyais Sophie Giquel et Gladys Nocera. Pour moi, j'avais l'impression que c'était mes idoles. Je pourrais jamais leur parler. Et ma première année pro, quand j'ai joué avec Gladys, heureusement que j'avais mon coach en caddie parce que je pense que j'étais tellement stressée juste de taper le petit numéro 1 devant elle. Et en fait, elle est hyper accessible et elle partage énormément. Donc. De toute façon, il suffit d'aller sur un tournoi féminin pour se rendre compte de ça. Et même moi qui ai eu la chance de faire tournoi féminin en salle de presse, l'accessibilité des joueuses,
C'est extraordinaire. On va pas monopoliser beaucoup plus longtemps. Moi, j'avais juste, je voyais dans l'interview que tu avais accordée à la Fédé de golf, là, il n'y a pas très longtemps, où tu as choisi la Solheim Cup plutôt qu'un majeur. Dans tes choix. Je m'en rappelle même plus. Ça a changé depuis la semaine dernière, enfin, Ouais. Lionel. Ouais. Non, mais c'est pas souvent que. Alors, j'imagine qu'un majeur te ferait plaisir, bien évidemment, mais Oui, c'est sûr. est-ce qu'il y avait une raison particulière à la Solheim Cup plutôt qu'un majeur dans ce que tu aimerais gagner? Bah, j'avoue que c'est un sport très individuel. Donc, c'est quand même un tournoi. Je pense, le seul tournoi où on peut jouer en équipe. Et puis moi, quand j'étais dans mes années universitaires, j'ai adoré jouer en équipe et me sentir poussée voilà, montrer le plus haut niveau que je pouvais avoir pour mes coéquipières. Et du coup, je pense que c'est une sensation. Après, je les ai tous regardés sur la Cup et du coup, ça fait un peu rêver aussi. Donc, je pense que c'est ça. Je me dis, en faire une, ça serait quand même génial. Et la gagner. Et dans le même ordre, dans le même ordre d'idées, et comme on parlait de visibilité, c'est quoi le gros tournoi en Europe sur ton circuit qui pourrait, que tu aimerais gagner évidemment, mais que tu sens qui est vraiment un gros moteur dans une carrière et qui pourrait booster tes carrières? Ça va être l'Open de France, ça va être Evian, ça va être l'Open britannique, un tournoi en Espagne, c'est lequel? C'est sûr qu'en France, ce serait super. À Evian, c'est pas très loin de chez moi, donc ce serait beau parce que j'aurais plein de gens qui me suivraient, je pense. Après, je sais pas, j'ai toujours aimé le British Open. J'ai toujours aimé, j'adore ces parcours en links, tout ça, donc je pense que ça serait sûrement le British Open. Mais ça, tu sens que si tu fais un top 5 ou un top 3, ça, tu sens que ta carrière, elle pourrait, même sans parler de victoire, tu penses que c'est un gros moteur dans une carrière qui pourrait te faire changer complètement de carrière? Bah, ça peut m'ouvrir déjà des portes pour jouer des tournois après sur le LPGA, je pense. C'est sûr, oui. Pour des invitations, tout ça. Et puis, c'est sûr que c'est un moteur de confiance. Si j'arrive à faire un top 5 sur un majeur, gagner un tournoi, de toute façon, c'est que de la confiance. On engrange et à un moment, il y a un déclic, en fait. C'est évidemment tout le mal qu'on te souhaite, rapidement d'avoir ta première victoire sur le circuit européen. J'aimerais bien, je travaille dessus. J'imagine. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer? Alors, on te promet pas une audience de dingue, hein, mais voilà. S'il y a un message que tu souhaites faire passer, je sais pas. Une table basse ou un lave-linge à vendre, n'hésite pas. Si éventuellement tu as une paire de tongs pour Marion, enfin bon, peu importe. Mais... Plus besoin. Non, bah après, comme on a parlé, c'est sûr que je pense que le golf féminin commence à se faire entendre. Donc, il faut que les gens continuent à nous regarder. Puis, j'ai beaucoup de retours, moi, de tous les gens que je côtoie autour de moi. Et voilà, de ne pas se laisser aller avec la saison qu'on va avoir cette année, de rester à fond et puis voilà, de profiter le plus possible et puis de profiter toujours du golf, quoi. Bah, merci beaucoup, Agathe, d'être venue avec nous. Merci de ta présence, merci de tes réponses. Alors, en tout cas, on suivra tes résultats, Agathe, encore plus que ce qu'on faisait. Un gros merde pour la suite. Voilà. Ouais. On suivra tes résultats, puis on en parlera tout au long de l'année, quoi. Exactement. Je te remercie beaucoup. Mais notre première chouchoute. Il faut nous, je pense, en tant que joueuse, il faut plus que les hommes, qu'on travaille plus sur les réseaux sociaux. Ah tiens, ça c'était une question. On avait dit, Lionel, que... Ouais. Mais c'est évident. Je pense qu'il faut se lancer sur un truc il faut sortir un peu de l'ordinaire, quoi. Et vous vous êtes jamais dit de vous regrouper parfois pour faire des événements Parce que c'est sûr que le LET, encore une fois, hein, ça ne vous sert pas de caisse de résonance comme ça devrait être le cas, quoi. Le problème du LET aussi dans le staff, c'est qu'il montre toujours les mêmes personnes. On a l'impression que le LET, il y a peut-être une dizaine de filles sur le LET et c'est tout. Ouais, ça c'est vrai. Ça. Et ça, c'est le problème. Et on commence cette année à
ils essayent de faire un peu des présentations d'autres joueurs et d'autres joueuses qui toucheraient peut-être d'autres personnes différentes parce que elles ont une personnalité différente ou elles ont quelque chose que Carly Booth qui est avec ses mini-jupes et donc ça commence à changer. Après, c'est sûr que moi, j'ai une copine, donc Camille Chevalier, qui est à fond Instagram et qui essaye de se lancer. Donc, elle se lance dans un hobby qui est le vélo. Et du coup, elle fait parler d'elle sur ça. Et les gens, après, vont peut-être la suivre aussi dans son golf. On pourrait peut-être essayer d'organiser un Facebook Live ou un truc comme ça avec des joueuses à travers le blog de la petite balle blanche. On essaiera de faire des rendez-vous. On va regarder ça. On va en parler avec Marion et puis on essaiera de présenter les joueuses, de faire une petite rubrique et tout. Bonne fin de week-end, Agathe, et à très bientôt. Merci, Agathe. Merci beaucoup. Bonne fin de saison. Bon débat. Ciao. Nous allons donc poursuivre cet épisode avec un débat sur la visibilité du golf féminin. Alors, permettez-moi de commencer en vous rappelant quelques chiffres. Alors oui, l'argent ne fait pas le bonheur. Toutefois, en 2018, le top 10 mondial féminin a gagné 82% de moins par coup joué que le top 10 masculin. Et le fossé se creuse, car 82%, ce sont 7 points de plus qu'en 2017 et 9 de plus qu'en 2016. Alors qu'au tennis, femmes et hommes gagnent désormais la même somme en majeur, en 2018, sur les 55 millions d'euros distribués lors des majeurs, hommes et femmes confondus, ces dernières se sont partagées seulement 25% du gâteau, contre 75% pour ces messieurs. Pour ce qui est d'une saison régulière, un joueur sur le PGA Tour qui termine autour de la 100e place de la FedEx Cup va gagner plus d'1 100 000 euros, alors qu'une joueuse pour le même classement sur le Ladies PGA Tour va, elle, être à 10 fois moins avec 101 000 euros. Et l'écart est encore plus flagrant de ce côté-ci de l'Atlantique, puisque sur l'European Tour, le 100e au classement général de la fin de saison va gagner environ 385 000 euros, alors qu'une joueuse 100e à l'ordre du mérite sur le Ladies European Tour aura gagné moins de 16 000 euros. Ce sont des chiffres de l'année 2018. Et sans compter évidemment les différences en termes de sponsoring. Bien sûr. Oui, alors pour rebondir sur le sponsoring, à l'égard du golf féminin dans son ensemble, concernant le sport féminin, c'est 7% des sommes investies par les entreprises, alors que 93% des sommes investies vont au sport masculin. Qu'est-ce qui fait que le sport féminin suscite moins d'intérêt et moins de visibilité ? Le bilan catastrophique que tu viens d'en donner est une explication du futur manque probable d'intérêt. C'est-à-dire que là, sincèrement, moi, si je suis une golfeuse, je prends mon mouchoir et je me dis, bon, enfin, le golf pro, ça va être trop dur, ça va être trop la merde. C'est-à-dire que si déjà, on va appeler ça en tant que joueur ou joueuse, devenir professionnel ne te garantit presque pas de pouvoir en vivre, c'est compliqué quand même. C'est super compliqué pour moi. Et là, sincèrement, quand tout à l'heure on entendait Agathe, tu as l'impression de te dire, ah, la pauvre, elle fait probablement peut-être la profession de ses rêves, mais tu dis, merde, quoi, tout ce qu'elle doit mettre en œuvre pour galérer probablement d'un point de vue financier. Pour gagner des clopinettes. Ouais. Quand elle gagne de l'argent. Parce qu'en plus, il y a un sacrifice égal par rapport aux hommes. Pire. Encore, ouais. Non, mais je veux dire, en termes de travail golfique et d'entraînement et de bien temps sûr. de parcours, on est sur le même ratio. Bien sûr. Après, elle a évoqué quelque chose qui est quand même très intéressant, c'est la notion de spectacle. Il faut pas enlever que le spectacle proposé entre le spectacle des hommes et le spectacle des femmes n'est pas le même. On ne propose pas le même produit. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est moins bien qu'un autre. Je ne dis pas ça. Je dis juste que c'est deux produits différents. Alors que moi, je ne vois pas pourquoi les femmes seraient payées autant que les hommes. Mais par contre, on pourrait gagner juste 5% de moins que eux. On n'est pas obligé de s'aligner. C'est pas parce qu'un mec gagne 100 000 que nous, on doit gagner 100 000. Et par contre, si le mec gagne 100 000, rien ne nous empêche d'en gagner 95 ou 90, mais pas 10.
comme c'est le cas maintenant. Je veux dire, je suis pas pour la parité. Je suis pas pour l'égalité exacte de prize money entre les hommes et les femmes, puisque on ne propose pas le même spectacle. Mais par contre, c'est ultra disproportionné. C'est ça qui est hallucinant. C'est la disproportion qui est hallucinante. C'est pas le fait que ce soit pas le même tarif, parce que quand on va voir un concert des Rolling Stones ou un concert des To Be Free, forcément, on paye pas le même prix, quoi. C'est pas la même chose. Sachant qu'en termes de jeu, comme tu le disais, c'est peut-être des spectacles un peu différents. Mais le golf, le niveau du golf féminin, depuis 10 ans, il a complètement changé, quoi. Même depuis 5 ans, je dirais. Bien sûr, Donc, mais c'est pour ça qu'elles sont pas assez payées. On regarde les gains, et les price money, la difficulté financière pour les meilleures joueuses. Mais en termes de spectacle, c'est ça qui va donner envie aux gens de s'intéresser au golf féminin. Aujourd'hui, tout est rassemblé pour que les gens s'y intéressent. Et il y a les joueuses, il y a les parcours, il y a les histoires. Il y a des médias qui font ça pas trop mal. Il y a des circuits, c'est évidemment le circuit américain. Après, en Asie, il y a des circuits qui sont très forts. Mais voilà, il y a tout qui est là. Après, en Europe, effectivement, il y a la difficulté, les problèmes du lait. Mais si on veut s'y intéresser, et bon, c'est le cas de plusieurs d'entre nous, on adore, quoi. Hein, les gens le disent, hein, une fois qu'on s'y met, on lâche plus ce sport-là, quoi. Moi, je suis d'accord avec toi. Le spectacle, c'est pour ça que j'ai adoré le terme qu'elle a utilisé de spectacle, parce que c'est vraiment ça. C'est pas le même spectacle. C'est pas la même chose. Mais ça n'empêche que la disproportion est, voilà. Moi, c'est la seule chose qui me choque réellement. On peut pas vouloir, c'est pas comme dans une entreprise où 2 personnes font le même boulot, qu'elles soient hommes ou femmes, doivent être payées pareil. C'est déjà pas le cas dans les entreprises. Alors, autant rêver pour l'instant pour le sport, mais ça a plus de cohérence de payer 2 personnes pour le même boulot dans une boîte. Là, on est sur un terrain de golf, c'est un peu différent. Je sais pas si c'est parce que tu parlais de spectacles différents, mais parfois quand même, je trouve que le LPGA ne se vend pas bien, quoi, franchement. Peut-être. Je suppose que comme moi, il vous arrive de regarder les best-of du PGA avec les 5 meilleurs coups du jour ou du week-end et du tournoi. Et par exemple, ça, c'est quelque chose que le LPGA fait très très mal. Alors, je parle même pas du LED. Hein. Les meilleurs coups de la journée, par exemple, les highlights, j'ai jamais compris. J'ai déjà posé la question même à Amy Rogers à l'époque. Ils enregistrent moins déjà. Ils enregistrent moins. Il y a moins de petites séquences vidéo avec un joli coup qui s'est passé il y a 2 minutes qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. C'est quand même embêtant, quoi. Quand déjà il y a des freins, il y a des gens qui n'ont pas envie de regarder, qui n'ont pas le temps, etc. Si en plus tu fais pas exactement ce qu'il faut, ça va pas, quoi. Je suis d'accord. Je peux faire de la provoque. Je sais même pas qu'il y avait du golf féminin qui était diffusé en France. Sur Golf Channel. Ouais, qui est vendu au même tarif que Golf Plus. Je te parle même pas. Je te parle même pas 6,50 € versus 7. Je te passe même pas le nombre d'heures de différence de live. Moi, tout le problème est là, en fait. C'est-à-dire que dans un monde, on va appeler ça archaïque, où les garçons tirent toute la lumière sur eux, si tu laisses à continuer les filles jouer les mêmes jours que les garçons, aux mêmes heures que les garçons, par quel miracle il va y avoir un mec qui va se dire « Oh bah tiens, si on déprogrammait en fait, on diffusait le LPGA plutôt que le PGA Tour. » Par quel miracle il va y avoir un mec qui va se dire « Eh bah tiens, si on diffusait du LED plutôt que de European Tour. » Aucun. Ouais, t'as raison. Aucun. La problématique, c'est que si tu veux espérer attirer en gros les gens sur autre chose que du golf masculin, diffuse-leur du golf féminin au moment où il n'y a rien à se mettre sous la dent quand tu es en golf masculin. Mais moi, on va appeler ça, depuis tout petit, on me parle quasiment que du golf masculin. Alors voilà, de macho ou par habitude, peu importe. Moi, j'essaye de m'intéresser au golf féminin, mais très peu globalement, parce que je connais pas les joueuses, parce que les seules images que je regarde, c'est sur Golf Canal, Golf Plus, et que grosso modo, si on me dit pas, ah bah Guerlain, tiens, plutôt que de regarder la diffusion du PGA Tour de 2017, le mercredi où on a vu les victoires d'un tel, je te propose un petit programme en frais, là où tu vas voir des filles, tu vas voir, en plus elles jouent mieux que toi, mais à peu près comme toi. Elles vont jouer des mêmes clubs que toi plutôt que jouer un 56 pour faire à peu près 135 mètres. Je suis sûr que je vais pouvoir, on va appeler ça, m'associer et m'identifier. C'est sûr. Si on prend parce qu'on parlait de spectacle, mais il suffit de prendre la dernière Solheim Cup qui, pour les
ceux qui ne connaissent pas l'équivalent de la Ryder Cup pour les femmes, 12 européennes contre 12 américaines. Moi, c'est sans doute le plus bel événement de sport que j'ai vécu depuis des années et des années, et que je mets même bien au-dessus de la Ryder Cup de Medina. Au niveau émotion, enfin, c'était phénoménal, et au niveau du jeu, c'était phénoménal, quoi. C'est vrai. Et quand on aime le golf, enfin, tu fais même pas attention au fait que ce soit des femmes ou des hommes à la fin. Pendant le confinement, pour aller dans le sens de ce que tu dis, il y a eu beaucoup de rediffusions. Donc moi, j'ai les 2 chaînes, et ils rediffusaient sur Golf Channel les tournois comme ils auraient dû avoir lieu, c'est-à-dire ceux de mars, d'avril, de mai, etc., quoi. Et en fait, les meilleurs tournois que j'ai revus, c'était les tournois féminins. Et s'il fallait convaincre des gens, il faut leur dire, il faut regarder les tournois féminins, parce que comme à la Solheim Cup, il y a souvent du suspense, il y a des superbes coups, etc., quoi. Et les filles, souvent, elles sont contraintes, elles peuvent pas jouer comme Brooks Koepka. Il va toujours s'appuyer sur ces très gros coups de fade très forts, parce que il veut pas faire autre chose, c'est ce qu'il fait et ce qu'il maîtrise très bien. Et souvent, les filles, elles sont obligées de sortir d'autres trajectoires, elles se retrouvent dans une difficulté, donc il faut qu'elles sortent des coups parfois très difficiles, quoi. Et ça, c'est pas du tout mis en valeur, parce que quand on va regarder les journaux, les comptes rendus et les médias en général, on va pas du tout en parler, ou très peu en parler. Et ça, pour attirer des gens vers le golf féminin, pour les tirer vers le bras et leur dire, regardez, c'est spectaculaire, il y a du suspense, c'est du très très haut niveau de golf, ça pose un problème, quoi. Déjà, quand tu parles pas de ce qui est le meilleur, en fait. La poule et l'œuf, c'est toujours le même problème, mais tant que les diffuseurs, pour moi, tant qu'on va appeler ça les autorités qui gèrent les circuits, continueront à être en frontal direct avec hommes versus femmes, difficile de demander aux médias qui de tout temps ont toujours vendu en gros du golf et ont toujours salarisé des hommes, de se dire écoutez, il faudrait essayer d'accorder plus qu'une demi-page ou d'une page ou un bout d'encart sur le golf féminin. C'est-à-dire que les médias commencent à s'y mettre le jour où ils savent que ça vende. Ouais, mais tu peux pas organiser du let pendant la semaine. Regarde, déjà le jeudi ou le vendredi, qui c'est qui va regarder du let, ou est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent l'European Tour déjà le jeudi ou le vendredi en pleine semaine? C'est ça. Si tu travailles, tu peux regarder que le PGA le soir, quoi. Voilà, c'est ça. Le PGA le soir, c'est pour tout le monde, ça a toujours été le meilleur des horaires, quoi. Et Lionel le disait l'autre jour, l'Open britannique, pendant l'été, en pleine journée, c'est parfois pas facile de le suivre, quoi, en fait. Je suis d'accord avec Gurvan. Je pense que le LPGA aurait sa carte à jouer à faire des tournois du lundi au jeudi, quoi. Par exemple. Alors après, la différence pour les horaires, de toute façon, le LPGA, c'est que pour nous, qu'il est tard le soir. Hein. Parce que la journée, aux États-Unis, il est pendant la journée, quoi. Donc, c'est sûr que ça attire beaucoup de monde aux États-Unis pendant la journée. Hein. Donc, il est pour Cyril aussi, mais on l'entend plus. mais c'est ça, moi, le PGA, le jeudi, vendredi, je le suis pas. C'est en journée, donc. Ouais. J'ai que le week-end pour regarder, quoi. Et encore, parce que c'est en pleine journée, donc. C'est ça, t'as des activités en journée. Tu vas pas rester. Enfin, je veux dire, s'il fait beau, tu vas pas rester toute la journée dans ton canapé pour regarder le golf. On adore ça, mais pas à ce point, quoi. Ouais, mais tant qu'à avoir pas d'audience, de toute façon, ça permettrait peut-être quand même d'avoir la couverture médiatique. C'est-à-dire que plutôt que de faire un article à 2 balles sur les probabilités de victoire dimanche sur le PGA, tu pourrais faire un article sur le tournoi qui a lieu en ce moment, quoi. Et ça commencera par là. De toute façon, la visibilité, elle sera forcément toujours inégale, et l'histoire du serpent qui se mord la queue ou de la poule et de l'œuf, c'est toujours pareil, quoi. Moins on offrira de visibilité, et moins on parlera des filles, et moins on parlera des filles, et moins les gens essaieront de diffuser ça, parce que ils ont l'impression que ça n'intéresse personne. Moi, c'est exactement ce que j'allais dire. Après, tu peux faire les choses différemment. Hein. Regarde les... c'est ça. Non, mais suivre le golf coréen aujourd'hui, c'est suivre un résumé. Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur les highlights. Pourquoi pas miser à fond sur, tiens, je vais regarder ce qui s'est passé, ou j'ai vu quelque chose d'intéressant, et je suis un quart d'heure
20 minutes ou une demi-heure de résumé, plutôt que de se taper 2, 3 ou 4 heures de golf. Moi, je regarde que le live. Je ne regarde pas de rediff et pendant toute la, tu vois, je pense que je suis loin d'être la seule. Pendant tout le confinement, j'ai pas allumé Golf Plus parce que j'avais aucun truc en live et je l'ai pas allumé pendant 2 mois parce que si je connais déjà le résultat, ou alors faut que je regarde un truc d'il y a 15 ans pour vraiment plus avoir aucune chance de m'en souvenir. Mais sinon, enfin, je vois pas l'intérêt. Si c'est un truc qui s'est passé il y a quelques jours, je vais m'en souvenir et. Je peux te faire gagner des points pour le quiz en plus. Ça, par contre, je peux gagner des points pour le quiz. Ça, c'est vraiment l'intérêt. Mais sinon, réellement, regarder du golf pas live, et je suis certaine que je suis pas la seule. Oui, je comprends. C'est moins mon délire. Par contre, je rebondis sur ce qu'a dit Lionel par rapport aux médias. Que voilà, moi, je pense que les médias ont un peu, doivent prendre leurs responsabilités parce que on les entend souvent dire, et que ce soit aussi Golf Plus quand ils diffusent le golf féminin, donc les majeurs, oui, mais les filles font pas assez de visibilité. Quand c'est les filles, les audiences sont pourries. Voilà. C'est ce qu'on entend souvent, et je veux bien le croire, c'est pas impossible. Mais forcément, si les gens voient du golf féminin 1 ou 2 fois par an, ils n'ont pas le temps d'accrocher parce que en 2 fois, et comme tu disais, tu dis que tu connais aucune joueuse. Bah oui, forcément, tu les vois 2 fois par an. Comment tu pourrais connaître quelqu'un si tu n'en as pas rencontré une physiquement? Tu peux pas t'attacher à qui que ce soit. Donc le problème, c'est que moins ils en donnent, moins on a envie de les voir. Non, mais c'est clairement. Enfin, je veux dire, c'est à eux de créer le besoin. Je veux dire, comment? Ils peuvent pas le créer s'ils sont en confrontation directe avec, en gros, PGA et European Tour. Non, mais ça, c'est une autre question. Mais après, ça peut être sous forme de résumé, pas forcément du direct. Après, Golf Plus va mais pas. Ça, il y a même pas. Golf Plus va pas avoir les droits du LPGA, par exemple, donc ils pourront pas. Moi, je suis plutôt confiant parce que le produit est bon, comme on disait, il est même très très bon. Bien sûr. Comme on disait avec Agathe, ça s'est quand même nettement amélioré, la médiatisation du golf en France et du golf féminin en France et ailleurs. Donc évidemment, on aimerait que ça aille beaucoup plus vite, que ce soit beaucoup plus fort, mais moi je suis confiant et qu'on va dépasser à un moment un stade qui fera que déjà il y aura beaucoup de joueurs et de joueuses de golf qui commenceront à regarder du golf féminin, et puis qu'après peut-être qu'on pourra toucher éventuellement de temps en temps un grand public. Mais moi, je pense qu'il faut créer un besoin parce que les gens ont pas suffisamment besoin. Enfin, ils devraient avoir envie. Tu as Gurvan qui suit pas trop le golf féminin, il regarde le golf masculin, mais il devrait avoir envie d'aller sur le leaderboard, sur le site internet du net, regarder les résultats. Et je veux dire, c'est ça aussi, suivre le golf. C'est pas que le regarder à la télé. Très franchement, quand il y a eu certains sports féminins, il y avait des athlètes masculins qui disaient, moi, je m'y intéresse pas trop parce que le niveau, il y a trop d'écart. Et il y a 10 ans, je t'aurais peut-être dit quelque chose d'à peu près similaire sur le golf féminin. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, quoi. C'est parce que j'ai arrêté, c'est ça? Du coup, c'est mieux maintenant? Elle me tue, là. non, mais moi, c'est clair. Il faut le dire, il faut le marteler. Plus du tout, moi. Il faut le dire et il faut le marteler. Quand on tient le discours de dire aux joueurs amateurs, regardez du golf féminin parce que c'est plus proche de votre jeu, ça va vous aider. Mais il faut aussi marteler de dire que aujourd'hui il y a un super niveau et c'est des tournois qui sont spectaculaires. Et souvent, ça se termine à peu de choses. Et si tu regardes le top 10 et le top 15 mondial, et ça n'arrête pas de tourner et il y a vraiment du spectacle, comme tu disais. C'est du très beau spectacle. Ah oui, mais je suis convaincu que c'est du spectacle, le golf féminin. Et avec ça a évolué énormément ces 5 dernières années, c'est devenu dingue. Ouais, et avec l'Evian ou d'autres tournois en France, mais surtout l'Evian, évidemment, alors là, il y a un joyau, quoi. Quand tu vas là-bas, en plus, tu es dans un site extraordinaire et tu es tellement proche des joueuses. Mais tous les gens que j'ai connus et que j'ai envoyés, que j'ai aidés, à se dire tiens, je vais aller là-bas, ne serait-ce que pour une journée ou un week-end. Et après, quand ils vont voir d'autres tournois, parce que ça leur est arrivé évidemment depuis d'aller à côté de chez Gurvan, mais t'as le meilleur et tout près de toi, et effectivement, elles sont super accessibles. Moi, j'ai vu Indy Park, elle est comme un poisson dans l'eau, quoi, là-bas, et c'est toutes les joueuses qui sont comme ça. Justement, puisqu'on avait eu droit à une question sur le nombre de Coréennes présentes dans le top 100 mondial, qui est relativement impressionnant. Il y avait cette réflexion que oui, aujourd'hui le golf féminin c'est que les Coréennes, et en plus elles font pas sympa, etc. Et puis je crois, Marion, ça a complètement changé, ça. Je crois que tu avais
justement une remarque à propos des Coréennes. Moi, je vais avouer que j'étais un peu comme tout le monde quand je suis arrivée sur le tour européen. Les Coréennes, on n'en avait pas à l'époque en Europe. Je crois qu'il n'y en a toujours pas beaucoup. Pour moi, une Coréenne, c'était une petite brune, peau très blanche et un peu boulotte. Voilà, c'était ça pour moi une Coréenne. Du coup, quand une année, je me suis qualifiée au British Open, enfin au RICO à l'époque ça s'appelait, je me suis retrouvée, j'étais l'une des plus mauvaises joueuses du champ parce que j'étais qualifiée l'une des dernières du LET pour le tournoi, donc c'est tout. Et je me retrouve avec Ashley Simon et Soyeon Ryu. Donc je me dis mince, je joue avec une Coréenne. En plus je regarde, je suis numéro 4 mondial à l'époque. Je me dis qu'est-ce qu'ils ont foutu à me mettre avec une fille comme ça. Donc je me suis dit c'est chouette, elle va bien jouer au golf, mais bon, ça va pas être très fun quoi. Comment ? Il t'avait mis là pour que tu sois caddie au départ, mais t'as pris tes peut-être. Ils ont oublié que je jouais ces andouilles. Enfin bref. Donc c'est tout. Et je me retrouve avec elle et je me dis bon ça va être sympa. Je vais regarder un peu de golf, mais bon moi le golf coréen ça m'intéresse pas. C'est pas terrible. Les filles elles tapent pas fort. C'est tout le temps droit. C'est pas drôle machin. Et je me suis dit, en plus, la nana, elle va être complètement inintéressante, quoi. Forcément, elle va pas me parler de la journée. Eh ben, il a fallu moins de 5 minutes. En fait, on a tapé le drive au 1 et on était en train juste de quitter le départ. Vous savez, sur la petite zone tendue entre le départ et le fairway, on était en train de marcher sur cette petite zone tendue et là, elle me dit, alors, tu joues où? Comment d'où tu viens? C'est quoi ton parcours et tout? Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Elle est pas gentille. En plus, elle arrêtait pas de sourire. Donc c'était pas du tout l'image que je m'étais fait d'une Coréenne et en fait elle s'est vachement intéressée à moi et au LET et tout. Enfin elle m'a posé plein de questions. Faut savoir qu'en plus elle était plus jeune que moi. Enfin elle l'est toujours, mais à l'époque ça m'a même choquée parce que en fait elle était super bonne. Elle était plus jeune que moi et elle avait cette maturité et ce naturel qui était assez dément. Et en fait, ce jour-là, j'ai un peu oublié de jouer parce que je l'ai admiré pendant 18 trous. D'un seul coup, mes œillères se sont enlevées et je me suis dit, waouh, en fait, les Coréennes, c'est ça. C'est pas du tout le stéréotype que j'avais imaginé. C'est des filles qui sont humainement absolument géniales. En plus, culturellement, elles se rapprochent énormément de ce qu'on peut être. Donc, c'est-à-dire que quand on sort du parcours, elles t'ignorent pas. Elles te croisent, elles te disent bonjour. Elles vont jusqu'à toi pour te saluer. Enfin, c'est vraiment parce que j'ai pas eu que cette expérience avec Soyeon, c'est arrivé plusieurs fois avec plein d'autres Coréennes, notamment maintenant. Soyeon, ça a été mon idole du coup pendant quelques années, jusqu'à ce qu'elle soit détrônée par In Ji-chun, qui est maintenant ma nouvelle idole, avec qui j'ai joué quelques parties. Voilà, et en fait, voilà, Dumbo, exactement. En fait, moi, mes joueuses préférées maintenant, c'est clairement des Coréennes. Enfin, je suis devenue la plus grande fan du golf coréen. Alors, je le suis pas en Corée. Parce que on revient toujours à la même chose, c'est que je suis des joueuses que je connais et que j'ai rencontrées, des joueuses qui humainement me touchent parce que je crois que moi je fonctionne comme ça, je fonctionne un peu à l'humain, donc forcément les joueuses qui me touchent pas, j'ai pas du tout envie de les suivre et celles qui ont eu un impact sur ma vie, je les suis énormément et Inji et Soyeon, voilà, c'est deux joueuses que j'admire et que j'adore. Soyeon a notamment gagné très très récemment et elle a donné l'intégralité de ses gains de tournoi. Elle a gagné un tournoi en Corée. Elle a donné l'intégralité des gains à une association pour le Covid en Corée. Donc voilà, c'est encore une raison de l'aimer. Enfin, tu vois, c'est ce que tu avais partagé, Lionel, sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'est une des raisons qui fait qu'on l'adore parce que cette fille-là, ces filles-là, parce que finalement, je la mets dans le même panier que les autres, parce que finalement, des Coréennes pas très cool, c'est des exceptions. Et moi, je reviens sur un truc que tu disais, Chris, que ces 10 dernières, tu disais, il y a 10 ans, je sais pas trop, machin, maintenant, ça avait beaucoup évolué. En fait, je crois que c'est déjà l'évolution de la visibilité qui a fait que ça ressemble plus à du spectacle, parce que je pense que le niveau de jeu, il a peut-être un tout petit peu augmenté. Sur le circuit féminin, mais il y a 10 ans, les filles étaient déjà excellentes. C'est juste qu'on les voyait encore moins que maintenant, donc on s'en rendait moins compte. Mais je crois que malheureusement, ça fait déjà un petit moment que le golf féminin est devenu super sympa à regarder. Et pour l'avoir vécu de l'intérieur, c'était extra. Et moi, j'avoue que je retournerais bien voir un tournoi de golf féminin, mais de l'autre côté des cordes cette fois-ci en tant que spectatrice. Où je regarderai facilement à la télé parce que ça me manque aussi de les voir jouer, mais je crois que c'était déjà c'est l'évolution de la visibilité qui fait qu'on a l'impression que c'est plus du spectacle maintenant. Je pense que c'était déjà le cas, mais que voilà,
on s'en rendait pas trop compte parce qu'on n'avait pas l'opportunité. Moi, j'avais juste peut-être une dernière question pour conclure parce que ça avait fait le buzz il y a quelque temps avec la présence de Paige Spiranak et si les non-golfeurs nous écoutent, je suis sûr qu'ils ont plus de chances de la connaître que d'autres joueuses. Mais que Karine Hichet. Ouais, qui est. Je voulais savoir si ce genre de personnalité, Marion, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui aide le golf féminin? Je suis pas certaine parce que je pense pas que les gens l'associent au golf, à la pratique sportive en tournoi en fait. Elle a joué un peu, elle a eu quelques invites en Europe et en plus elle a été loin d'être ridicule. Je crois le premier tournoi où elle a eu une invite, c'était en Écosse il y a 3-4 ans. Parce que j'étais là, je me souviens, je l'ai vue et j'avoue que nous on ricanait toutes. On s'était dit elle va bien se planter, surtout sur un parcours comme ça qui est hyper exigeant dans le vent et tout. L'américaine qui a jamais joué dans des conditions pareilles, et elle nous a toutes scotchées. Franchement, elle nous a toutes bluffées parce qu'elle a passé le cut et elle était loin d'être ridicule. Après, idéalement, j'aimerais pas que le golf féminin se vende grâce à ça. Honnêtement, c'est pas l'image que j'ai envie de donner du golf féminin. Si on est obligé de se vendre parce qu'on se fout à poil, sincèrement, c'est triste. Et c'est hyper réducteur. En plus, si on parle de féminisme et compagnie, si on est obligé de se foutre à poil pour se vendre, c'est qu'on n'a aucun autre argument, quoi. Je suis pas sûre que ce soit très vendeur pour le golf féminin. Je suis pas certaine que ce soit idéal. Je pense pas que ça nuise non plus en soi, parce que c'est un élément. Elle est un peu toute seule à faire ça, donc il y a toujours, je veux dire, toutes les décennies, on a une nana qui fait un peu ça. Dans les années entre 2000 et 2010, c'était celle qui fait Blair O'Neill. Blair O'Neill, celle qui fait les leçons de golf. Voilà, exactement, qui était un peu dans le même style, qui a joué un peu sur le Symetra, qui a joué sur le LPGA. Je crois qu'elle a dû faire 1 ou 2 tournois ou un truc comme ça sur invite. Je pense que toutes les décennies, on a une fille comme ça. Mais je suis pas certaine qu'elle nuise au golf. Elle nuise pas au golf féminin. C'est juste que je pense pas qu'elles apportent grand chose non plus. En tout cas, ça s'est pas vu parce que je crois qu'on a juste. On avait pour moi, et je pense que les joueuses ont globalement envie d'être reconnues pour leur talent sur le terrain et leur capacité à mettre la balle dans le trou que leur capacité à se déshabiller, quoi. C'est évident. Bon, merci à tous de votre participation. C'est un vaste débat que la visibilité du golf féminin et on sera sûrement amenés à en reparler tous ensemble. Nous allons rester dans le monde féminin avec les brèves de golf par Chris qui ouvre sa rubrique avec l'actualité des joueuses françaises. Oui, alors je peux pas toutes vous les citer évidemment parce que j'ai pas des news sur toutes, mais on commence par Céline Herbin. Elle devrait participer au Lexus Programme Paris du 8 juillet. Alors évidemment, on a parlé du tournoi des Landes, on a parlé d'Emma Gréchy qui a gagné. Dans l'ordre, après Manon Gidali, 2e, Anaïs Bessonnier, 3e, et puis après suivent Anne-Charlotte Mora, Alexandra Bonetti et Lara Plachetka. C'est Agathe qui parlait de Camille Chevalier tout à l'heure, qui associait le cyclisme à son entraînement. Et c'est aussi le cas de Pyrène Delample. Et j'ai vu que Céline Boutier, elle préférait nettement le vélo au jogging. C'est ce qu'elle a expliqué sur ses réseaux sociaux. Bon, je pense que j'ai pas besoin de rappeler qu'elle vient de gagner 2 fois. Non, je pense que tout le monde l'a suivi. Peine. On a vu. Et ouais, 2 petits tournois au Texas. Elle est vraiment trop forte, Céline Boutier. Ouais. Je pense que nous, on est tous au courant maintenant. Est-ce que tous les auditeurs le sont? Je sais pas. Alors, c'était 2 petits tournois, mais quand même pour la confiance, ça doit être un booster extraordinaire. Émilie Alonso, elle préfère les randonnées en montagne. Lucie Malchiran, elle, c'est golf, tennis et plongée. Et puis ensuite, il y a celles qui sont restées aux États-Unis. C'est Perrine Delacour, évidemment, qui travaille son golf en Floride. Et Karine Hichet, qui, elle, vit également à Orlando. Et je voulais terminer par Astrid Vaison de Praden. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'elle a fait pendant le confinement. Non. Je crois que oui. Elle est physiothérapeute. Elle a remis sa blouse blanche et elle aurait pu décrocher peut-être un contrat et travailler en indépendante. Non, elle a voulu aller dans une maison de soins et de s'occuper des personnes âgées.
Et elle s'entraînait quand même le soir à partir de 19h. Donc ça, c'est quand même très fort. On peut lui tirer un gros coup de chapeau. Et là, en juillet, elle reprend enfin le golf complètement. Donc bravo Astrid. Bravo Astrid. Bravo. Astrid qu'on avait interviewé sur la petite balle blanche d'ailleurs après sa victoire au Jabra Ladies Open Tout à fait. qui lui avait donné une catégorie pleine sur le LED et l'accès à Evian. Nous allons nous intéresser au matériel avec un événement plutôt sympathique organisé par une marque de golf. Alors on va parler de Cleveland Srixon Zexio grâce à Nicolas Marchand qu'on avait interviewé d'ailleurs pour la petite balle blanche. Donc on le remercie bien. Pour les femmes, ils ont plusieurs gammes, y compris pour les gauchères. Donc ça, c'est quand même important. Ils ont 4 balles différentes. Ils ont tous les clubs du putter au driver et de l'équipement. Alors, j'avais une question d'ailleurs pour Marion. Est-ce qu'elle en a pas un peu marre de voir les marques qui mettent du rose partout dès qu'il s'agit de quelque chose pour les femmes? Je m'en rends pas trop compte parce que je vais pas dans les rayons de golf féminin. D'accord. Bon. Je joue avec des clubs d'hommes, alors du coup, on me propose pas grand-chose de rose chez les hommes. Quoique Bouba est notre meilleur défenseur, puisque avec son magnifique shaft rose qu'il a joué pendant quelques années, franchement. Du coup, eux, ils ont des gammes typées femmes. Hein, chez Zexio, c'est la Prime et la 11, mais ils ont aussi des gammes, qui sont pas trop typées femmes. C'est la gamme Launcher Turbo qui est facile à jouer. Et donc, je disais, ils ont 2 wedges différents aussi pour les femmes. Ils ont les lames et les cavity backs, ça c'est pas mal. Ils ont de multiples têtes. J'insiste là-dessus parce que souvent, pour les femmes, il n'y a pas beaucoup de choix, quoi. C'est ça le problème, quoi. Et donc, ils ont 4 balles différentes. L'Ultisoft qui convient pour la Senior Lady, la Soft Feel qui est une compression un peu plus importante de 60, une Q-Star par exemple pour les bonnes joueuses, et la Z-Star, ça c'est plutôt pour les pros. Et ils ont des sacs pour les femmes, 2 sacs différents et 4 coloris. Alors, j'ai une question pour tout le monde là. Est-ce que ça vous intéresserait d'essayer un sac complet en faisant votre parcours? C'est-à-dire, vous avez envie d'essayer du matériel, on vous prête un sac et vous allez sur votre parcours et vous essayez du nouveau matériel comme ça. Est-ce que c'est Cleveland qui recommence ça? C'est le Pick and Play by Srixon et vous pouvez essayer du Cleveland, du Srixon et du Zexio. Donc ils ont 2 camions qui vont tourner tout l'été dans le nord et le sud et ils peuvent fournir 24 profils de joueurs et de joueuses différents et y compris pour les gauchers. Donc il faut aller voir sur leur site Srixon Europe leur calendrier et vous avez même la possibilité de les contacter pour leur dire ça serait bien que vous passiez par chez nous. Par chez nous. Ah, c'est chouette. Ça, c'est pas mal comme concept parce que pour les femmes notamment, ils ont fait ça également pour les femmes parce qu'ils constatent qu'ils ne voient pas les femmes dans les fittings. Et ça, c'est vrai, c'est vrai. Et en fait, c'est pas une idée nouvelle, mais ça, je pense que ça vient déjà de leur groupe. Moi, j'avais fait ça avec Cleveland, donc qui est le même groupe. Il y a longtemps. On avait fait une compète au golf de Disney avec mes parents. Enfin, c'était une compète on jouait à 4, je crois que c'était 4 balles. Enfin, on jouait à 4, c'était, je sais plus quelle formule c'était. Et en fait, on jouait cette compétition qui était sponsorisée par Cleveland et on avait le sac imposé. Donc en fait, on choisissait, ils avaient plein de sacs de golf et ils nous imposaient de jouer avec leur matériel. Donc on choisissait les clubs adaptés et on jouait 18 trous avec leur matos, mais qui était adapté au niveau de chacun. Et c'était franchement génial. Et on avait tous bien joué en fait avec des clubs qui n'étaient pas les nôtres, mais qui semblaient plutôt bien adaptés à notre niveau de jeu. Mais très important, c'est gratuit. Oui, voilà, c'est ça. Ils prêtent. Très important, c'est gratuit. Il suffit de réserver, évidemment. Donc après, vous preniez votre green fee là où vous voulez. Hein. Choisissez le club de golf que vous voulez. Mais par contre, c'est entièrement gratuit. Et Marion, tu n'étais pas perdu en termes de profondeur de club et choses comme ça? Alors évidemment, ils vont vous poser des questions pour savoir si vous jouez du Lady Flex ou si vous jouez de l'extra stiff. Donc ils vont vous prêter quelque chose qui correspond déjà à l'origine à votre jeu, mais vous allez pouvoir essayer. Ils ont 3 gammes de fer différents, ils ont 3 gammes différentes, ils ont 3 marques différentes, par exemple pour les bois et les drivers. Après les wedges et les putters, c'est que chez Cleveland. Voilà, c'est gratuit sur réservation et un peu partout en France. Et pour terminer, tu vas nous parler d'une date bien particulière qui est le 1er septembre.
Que se passe-t-il ce jour-là? En fait, c'est le Women's Golf Day. Alors, ça devait être organisé le 2 juin, mais pour les raisons que vous comprenez, ça a été reporté. Le 2 juin, ça a été uniquement virtuel. Et donc, c'est reporté le 1er septembre, c'est le Women's Golf Day. C'est la 5e édition. Ça a lieu dans 66 pays. Le but, évidemment, c'est de célébrer les femmes qui font le monde du golf. Beaucoup sur les réseaux sociaux, vous voyez celles qui sont dans les différentes organisations, dans les différentes marques, dans les différents métiers. Mais surtout, c'est 4 heures d'activité. Alors, j'explique. Donc, il y a 2 heures, c'est sur 900 golfs dans le monde. Il y a 2 heures pour découvrir le golf. Ça va être des leçons, un practice, un 9 trous ou un scramble. Et après, ils organisent 2 heures supplémentaires d'échange avec des joueuses pros ou des amateurs de très bon niveau. En fait, c'est pour amener des joueuses à découvrir, à échanger et à découvrir le golf. En France, c'est sur 7 golfs. Donc, s'il y a des golfs supplémentaires qui veulent participer au Women's Golf Day du 1er septembre, ils peuvent encore s'inscrire. Vous pouvez faire partie de l'organisation, ça c'est pour Mario. Tu peux devenir ambassadrice si tu le demandes. Donc, c'est 4 heures pour célébrer le golf et amener des gens et des jeunes à découvrir le golf. Et des femmes, idéalement. Oui, bien sûr. Ouais. Merci Chris. Et je passe tout de suite la main à Gugu qui nous parle d'une petite révolution côté français. Eh oui, Lionel. Enfin, plus précisément, côté business du golf. Cette révolution s'appelle 59 Club. C'est une société anglaise qui a été créée il y a une quinzaine d'années et qui fait du benchmarking en se concentrant sur l'audit de clients mystères. Et sous l'impulsion de Paul Armitage, prenez votre temps, c'est le futur ex-directeur du Golf National, et de son associé Sylvain Marcati, elle arrive en France, pas que. Ok, benchmarking, client mystère, tout ça, ça mérite quand même quelques éclaircissements. Eh ben, c'est tout bête, mais pour qu'une entreprise améliore son business, en général, il faut que sa clientèle soit satisfaite. Et pour mesurer la satisfaction d'un client, rien de mieux qu'un client mystère. En prenant l'exemple d'une boutique de vêtements, de l'accueil en boutique, son agencement, la disponibilité des produits ou le paiement, la société vend une expérience à un client que son client mystère va noter. Et donc l'idée est d'appliquer ça au golf. Exactement le même principe, que ça soit la réservation, l'accès au site. Parfois, l'accès au practice ou au pro shop, par exemple, n'est pas toujours très clair. L'accueil, les toilettes, la restauration et bien évidemment le parcours. Tous ces éléments vont impacter l'expérience client. À l'aide d'un questionnaire, le client mystère pourra alors décrire ses sensations à travers des notes, des commentaires ou des photos. Un petit questionnaire sympa, j'imagine. Ah oui, plutôt plus que sympa, je dirais même costaud, avec près de 200 questions à compléter. Je te cache rien, d'accord? L'objectif, c'est de parler de tous les détails, positifs comme négatifs d'ailleurs, qui font que le client apprécie ou pas l'expérience. Pas question ici de fliquer, mais de faire remonter au top management du golf la totalité des indicateurs. Ainsi, il pourra comparer son positionnement tarifaire et ses résultats par rapport aux concurrents qu'il a choisis, voir sur quels critères il pourrait s'améliorer et surtout ceux sur lesquels il surperforme. Pour le golf, c'est clair, mais qu'est-ce que je gagne, moi, à être client mystère, si je le souhaite? Eh ben, chaque mois, le Club 59 France va publier une liste de golf à visiter et donc à noter. Premier répond, premier servi. Et là, c'est Byzance. Parcours, pour toi et ton invité, le repas, sauf l'alcool, la voiturette et même le carnet de parcours sont offerts. Total régalade. Magnifique. Alors, comment je postule pour être client mystère? Alors, la première chose, c'est la base de la sélection d'un client mystère, c'est qu'il faut avoir l'essence de réalité. Tu ne peux pas t'attendre à avoir sur un parcours à 30 € le green fee le même service et la même chose qu'elle sur l'Albatros. Donc, si tu te sens capable d'être objectif, tu peux contacter Sylvain Marcati. À l'adresse mail, c'est sylvain@59club.com et ça suffit. Et après une présentation et une première enquête pour te tester, eh ben, tu pourras peut-être devenir client mystère. Merci Gugu. Nous retrouverons d'ailleurs l'adresse de Sylvain sur notre site internet, lepodcastgolf.petiteballeblanche.com. Mais avant de terminer, je crois que tu voulais revenir sur une rubrique télé-shopping précédente. Et oui, ma chère Maryse, il y a un mois maintenant, je vous parlais des balles de golf Inesis. Le hasard comme par hasard, sachez que jusqu'au 31 juillet, si vous les achetez en magasin, la deuxième boîte de balles est à 50%. Donc, ce qui rend l'Inesis 900 à moins de 200 € la balle, 200 €, 2 € la balle, pardon. C'est-à-dire, en gros, la qualité de la Pro V1 à peu près 3 fois moins cher. N'hésitez pas. Et nous attendons toujours le mail de Decathlon pour sponsoriser ce podcast.
C'est l'heure de traverser l'Atlantique et de rejoindre notre ami Caribou du comté de Montréal. Et il va falloir ouvrir grand ses oreilles aujourd'hui. Donc, dans cette capsule, je vais vous initier donc avec le golf version office québécois de la langue française, ou plus exactement, donc, comment pratiquer votre sport, comme on le joue ici, dans la belle province. Fait que vous arrivez au club de golf de Grand-Mère, pas très loin du club de curling de Shawinigan, pour ceux qui connaissent, légèrement au nord de Montréal. Donc, vous pouvez vous présenter sur les jalons de départ, et vu que c'est votre première ronde à vie au Québec, vous ne savez pas quelle couleur choisir. Alors, au Canada, les jaunes étant les blancs, et les blancs les bleus, selon votre handicap, vous vous dirigez vers le tee de départ blanc, sachant que les rouges correspondent aux jaunes et les rouges aux bleus. Vous êtes maintenant au trou numéro 9, une normale 4 de 360 yards, et vos soucis de strabisme sont dissipés. Blanc, jaune, bleu, ok d'abord, blanc. Malgré un léger crochet intérieur sur votre coup de départ avec votre maillotche, vous trouvez le bord gauche de l'allée et il vous reste moins de 100 verges jusqu'à la pine. Pour ce deuxième coup, vous choisissez votre cocheur. Si vous parvenez à éviter les fosses de sable qui protègent le verre, vous aurez une belle chance de Wasdale. Bien que vous ne soyez pas vraiment chemin avec votre fer droit aujourd'hui. Vous calez donc votre troisième roulé dans le fond de la coupe pour rendre 2 coups à la normale. Double bogey. Heureusement, il y a le 9,5 pour digérer de moitié votre partie. Cette cabane au Canada, en bois rond, d'arbres, qui coupe votre élan et surtout vos déboires. Cet arrêt quasi obligatoire vous aidera à oublier votre pointage et pendant les 10 minutes qui vous sont octroyées, vous pourrez commander à la serveuse en chemise carottée. Ça, c'est pour toujours le petit, les allusions des Français par rapport au Canada. Petite parenthèse. Donc, vous pourrez, pendant ces 10 minutes, commander à la serveuse en chemise carottée, ça va de soi, quelques chiens chauds, all dress avec extra relish, ainsi qu'une coupe de bière afin d'attaquer le 9 de retour dans de bonnes conditions. L'excès de houblon et la saucisse encore congelée vous enlèveront tout espoir de performance pour le restant de la game. Les talents culinaires du club de golf de Grand-Mère n'étant pas sous votre contrôle, je vous invite à réécouter l'épisode numéro 1 du podcast LPBB et les précieux conseils de Marion, sans quoi vous auriez sans doute moins chié votre back nine à la recherche de votre élan dans le fond de votre sac. Malgré tout, vous vous dirigez au chalet, virez une brosse avec vos partenaires du jour qui auront su. Réputation oblige vous faire oublier vos mauvais coups et vous ramener à l'essentiel. C'est rien qu'un jeu, fais-toi du fun. Alors, précision importante, si vous avez du trou pour catcher c'est de quoi qu'on vient de se jaser, des doutes sur certains mots, je vous invite à poster un gazouillis directement sur le compte Twitter de Gugu, #TeamTagada, mot-clic en français. Ce sera un plaisir de vous aider. En plus, grâce à vous, chers auditeurs, pour chaque 10 bonnes réponses de sa part, il aura le droit à un joker pour les quiz de Julien. Fait que, à vos câblés, la gang. Excellent. Bien joué. Et je fais tellement pitié qu'il faut m'offrir des jokers. Alors, je poursuis, puisqu'on parle de quiz, et pour conclure cette jazette Caribou, j'avais goût de vous en faire un. Fait que, en toute modestie, parce que n'est pas Julien qui veut, pour 4 points, quel est le point commun entre Jordan Spieth, Céline Boutier et Cyril Bougnol? Alors, petite précision, chacun pour sa peau et Chris est exclu. Je suis désolé Chris, mais malheureusement, comme dans la vraie vie, c'est parfois le sort des meilleurs que d'attirer un sentiment de jalousie, voire de haine féroce pour les plus médiocres d'entre nous. Donc, pour 4 points, quel est le point commun? C'est là où elle joue? Du tout. Je vais vous la faire brève. Alors, pour 3 points... Ils sont tous à Texas? Ah, c'est pas faux. Oui, mais c'est pas la réponse. Alors, mais pour 3 points, évidemment, Chris. J'ai une idée. Est-ce qu'ils sont pas nés tous le même jour? Le coach? Alors, pour 3 points, je suis né en Australie. J'ai été élu meilleur enseignant américain PGA en 2015. Et j'ai également coaché Rui Song-Young, victorieuse de l'US Open féminin en 2011. Adam Scott? Mais non. C'est Sergio Garcia. Chris a donné la bonne voie. Je suis donc Cameron McCormick. Tout ça pour vous rappeler les victoires de Céline Boutier au Texas Women's Open. Comme le soulignait d'ailleurs Chris dans sa brève. Et le retour du Palois Cyril Bougnol, ça c'était le week-end passé, à l'occasion du Utah Championship sur le Corn Ferry Tour. On attend donc maintenant la victoire de Jordan Spieth. Merci Excellent. Caribou, on en a appris et on en a encore à apprendre. Bon, Chris, tu es définitivement exclu de tout quiz. Clair. Ouais.
Et il n'est pas de bon épisode du podcast de la petite balle blanche sans le quiz de monsieur Julien Lepers-Fontaine. Allez la gang. J'ai tiré les équipes déjà. Je vais juste rappeler les points scores, hein, puisque ça fait déjà maintenant de nombreuses émissions que nous discutons la place de premier. Tout le monde est à 1 point, sauf Chris qui en a 2, évidemment. Les équipes d'aujourd'hui sont constituées de Gugu et Chris, face donc à Cyril, Lionel le boss et Marion. Super. La bosse. C'est bien équilibré, là. Julien, Ouais. c'était pas l'équipe est composée de Chris et Chris? Non. C'est un 3 contre 1, donc. Et donc, Peut-être même que vu qu'il te donne des mauvaises réponses, c'est 4. Équipe Chris Gugu, c'est parti. Un joueur en tournoi, mais une bonne dizaine de balles dans l'eau. Il n'a plus de balles dans son sac. Quelle est la sanction qui lui est appliquée? Il est disqualifié ou est-ce qu'il peut continuer la partie si quelqu'un lui donne des balles? Moi, j'ai une idée, mais normalement, il est disqualifié. Moi, je pense qu'il doit jouer avec son matériel, donc il ne peut pas demander de matériel à quelqu'un. On dit C'est ça. probablement la mauvaise réponse. Donc... Non. Non, je pense que c'est ça. Chris, tu valides? Oui, Allez. oui, je suis d'accord avec toi. Hein. Et c'est effectivement ce que tu dis, Gugu, puisque c'est effectivement la mauvaise réponse. Pas possible. C'est dur Non. comme question. Un ça, joueur franchement. peut demander des balles. C'est arrivé d'ailleurs à. Comment il Ah ouais. s'appelait cet anglais-là? Eddie Pepperell en fin d'année dernière. Et en fait, il avait la possibilité de demander des balles à ses partenaires. La seule règle que j'ai trouvée, c'est qu'il est obligé de produire le même type de balles de trou en trou. Oui. Et Ah ouais. que du coup, la plupart des joueurs décident de se retirer du tournoi. Mais la disqualification, en tout cas, n'est pas automatique. Il peut continuer la partie si on lui donne des balles. Ah d'accord. Je Bah crois ouais, qu'on là, a c'est- tous appris quelque chose. Ah ouais, Ah ouais, là, parce que moi, Ah ouais. je me souvenais de l'histoire de Tiger de Woods? Williams et Tiger Woods à l'US Oui. Open. C'est interrompu par la pluie et je sais pas quoi. Et le lendemain, Williams, il repart avec le sac et il s'aperçoit qu'il a plus que 2 balles dans le sac Ouais. pour finir le parcours. Et le drive sur le 18, je crois. Le drive sur le 18, Dans Tiger, il la met dans l'eau. Donc, Ouais. il lui donne la balle qui est la dernière. Et évidemment, il lui dit pas que c'est la dernière. Et lui, il avait dans l'eau aussi. Et non, et Tiger dit ben, je vais refaire un drive. Et puis Williams Oui. dit non, je pense que tu devrais plutôt faire un fer, la placer tranquillement. Place un fer 5, Sur le fairway. Non, C'est bon, je ça. vais mettre. Et Il il sait met que un sinon, drive c'est fini. Ouais. il met un drive et il la met pleine piste. Ouais. Et donc là, il disait qu'il avait eu la peur de sa vie. Bah, surtout que les Nike, à l'époque, ils jouaient Et c'est Nike ça. et il ne devait pas y en avoir beaucoup sur le parcours. Allez, on est en match. Le joueur A demande à B de lever sa balle puisque celle-ci est sur sa ligne de putt. Le joueur B refuse. Quelle est la règle? A n'a pas le droit de demander et donc il perd le trou. B peut clairement se foutre de ce que dit A et il laisse sa balle. Ou B perd le trou parce qu'il n'a pas accepté la requête de A. Et sur le green ou. Sur le green, oui, on est sur un putt. D'accord. Mais là, Bon, on parle pas de. Il touche la balle en peu-temps. Non, on parle de Non, C'est la avant demande. même, Juste le fait de de demander. jouer, c'est ça? On parle de la demande de A qui demande à B de lever sa balle. Et B Bon. refuse. Sur Donc, un ce sport, qui est- sur un sport de gentleman, ça serait quand C'est même ça, c'est pas étrange très, que tu puisses pas. Alors, de toute Bon. façon, clairement, la première réponse, qui est la réponse, le A. joueur A qui a demandé au B de Ouais. bouger et enfin perd le trou, ça c'est faux. Ouais. Parce qu'en aucun cas, tu te fais pénaliser parce que tu as demandé à ton partenaire de marquer. Au contraire, en fait. Si tu risques de toucher sa balle, si tu la touches sans lui avoir demandé de la déplacer, il me semble que tu es pénalisé. Donc, Ouais. Oui, c'est. donc déjà, cette réponse est fausse. Après, les deux autres, j'avoue que je suis jamais tombée sur quelqu'un qui a refusé. Les règles actuelles font qu'à partir du moment où tu demandes à ton partenaire de marquer sa balle, il est obligé de le faire parce Il est que c'est ce qui obligé. se passe. C'est ce qui se passe quand tu es sur le pré-green. Si le joueur est sur ta ligne, tu as le droit de lui demander de la marquer et de la déplacer, même si on place pas la balle, mais au moins il la déplace Oui. le temps que tu joues. Je pense qu'il a pas le droit de te refuser ça. Je pense pas qu'il ait le droit de te le refuser. D'accord. Je suis pas certaine qu'il ait le droit de te le refuser. Donc, Ouais, si vous avez évacué la réponse A, il vous reste B se fout de la requête de A et laisse sa balle, ou B perd le trou parce qu'il n'a pas accepté la requête de A.
Et c'est ça en fait, parce que dans la réponse B, on ne sait pas on sait pas ce qui se passe au final. Parce que s'il refuse, A est qu'est-ce qui se obligé passe de jouer avec la balle dans sa ligne, quoi. Donc, Oui. mais s'il touche la balle, c'est ce que tu disais, s'il touche la balle, Là, c'est les points de il est pénalité. censé Mais non, être- là, ça fait rien parce qu'il a demandé. Ah oui, d'accord. Oui, lui, Mais mais par contre, celui tu qui n'a te pas paies. voulu déplacer, Il lui, est peut-être il est pénalisé. Bah, J'ai un doute. Oh là de toute là, façon, quand tu vois Ah oui, je pense que oui. Qu'est-ce qui est évident, ça serait que ça soit mais de là à être pénalisé parce que tu refuses. je vois pas pourquoi tu perdrais le trou parce que tu refuses en fait. Donc on n'a qu'à faire ça alors. B s'en fout et Ouais. Ah, ça me paraît bizarre quand même. Moi C'est aussi. tellement pas fair play. Mais bon, allez, on Non. part là-dessus de toute façon. non, mais ça veut pas dire qu'ils le font. Mais quelque part, Ouais. ils demandent ce qu'il a le droit de faire ou pas faire. Ouais, c'est Parce ça. que les gens font. Bien sûr. Ouais, bah d'accord. De toute façon, les autres, on peut pas marquer le point, donc on prend pas trop de Ouais. risques. Réponse B, Monsieur Lepers. Eh bien, en match play en tout cas, B perd le trou. Ah, c'est intéressant. On a Donc, appris deux choses aujourd'hui. La règle de bien, comment on dit, de gentleman, même si ça s'applique aux hommes, mais est inscrit dans la règle. D'accord. Bon, bah Ok. 0-0, balle au centre. 0-0, super. Belle partie pour l'instant. Allez, on continue. Ok, bon, vous l'avez sûrement suivi. Il y a eu des rumeurs là en ce moment sur le report de la Ryder Cup de cette année 2020. Du coup, c'est un petit peu la loose. Hein. On avait envie, Gugu nous avait écrit, on aurait voulu la voir, cette Ryder Cup, même sans spectateurs. Donc, on va rester dans le domaine de la loose et dans le domaine de la Ryder Cup, puisque je vais vous demander les 12 joueurs qui ont perdu le plus de matchs en Ryder Cup de l'histoire. Européen ou ouais. américain? Confondus. Et puisqu'on a fait une émission spéciale filles, on fait un quiz spécial garçon. D'accord. Quelque chose me dire qu'on va pas beaucoup m'entendre. Ah, après, c'est très dur. Hein, mais... C'est à nous, hein? Oui, c'est à vous. C'est parce que j'ai trouvé cette liste étonnante. Je t'ai mis un premier. Oui, je pense, oui. Alors, j'annonce donc notre premier joker, Tiger Woods. Tiger Woods, c'est bon. Ok. Donc États-Unis et Europe inclus. Hein. Ouais. Donc nous, on va dire, allez, Mickelson. Mickelson, c'est bon. Ok. Chris, t'as des idées? J'aurais aimé me rappeler des joueurs européens des années 70, 60 qui ont pris des tôles pas possibles, quoi. Mais j'ai du mal à me rappeler. Mais je vois quelques visages, mais les noms, j'arrive pas à me les. Ok. Bah, vas-y, balance cela. Sam Torrance. Sam Torrance, l'ai-je dans la liste? Non, oui, Sam Torrance, il y est, bien sûr. Oh là 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 15 là. défaites, oui. Wow. Bravo, Chris. Bon, alors nous, on y va avec ta liste. Je dirais non et Nel non, Marion, à ce que tu m'as envoyé, mais D'accord. je vois pas. Je pense pas qu'ils en aient fait assez en fait. D'accord, très bien. C'est-à-dire que tu vois, là, celui qui avait le plus de matchs perdus, c'était. Il disait Tiger Woods, il était à 20, c'est ça, tu disais? Tiger Woods, ça dépend combien il en a perdu là. Non, il est à 18. Ouais. 18 plus la Ryder Cup en France, ça doit faire 22, un truc comme ça. Il est actualisé, je crois. Il faut quand même, comme c'est les deux équipes confondues, les scores vont être hauts, quoi. C'est quand même beaucoup de défaites, quoi. Donc il faut avoir joué beaucoup. Il faut avoir joué souvent. Ouais, on va partir. Donc je me lance avec Nick Faldo. Nick Faldo, c'est bon. 19, très bien. 19 défaites, on est avec Mickelson, on est sur ceux qui ont beaucoup perdu. Hein. Ouais, mais c'est logique puisqu'il a beaucoup. On n'a pas encore donné le lauréat du plus gros perdant. Non. On n'a pas donné le grand loser encore. Ça doit être des Européens des années 70, 60, 50. C'est effectivement un Européen. Ouais. On peut citer peut-être un des Américains. Il y en a un quand même qui a joué pas mal de riders. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Tom Kite. Tom Kite, c'est pas bon. Ah putain. Combien il en a? Language. Il n'y est pas, mais Tom Kite, pour moi, il est à même pas une dizaine. J'ai pas le chiffre sous les yeux, mais il est à même pas une dizaine. Beaucoup, ouais. Moi, Lionel, je te balance des noms, mais c'est juste pour me les sortir de la tête, en fait. Non, mais le truc, c'est que si tu comptes les mecs qui font 4 matchs en moyenne, pour être dans les 15 au moins 50%, il faut avoir fait beaucoup de riders. Il faut déjà avoir joué vachement, quoi. C'est vrai. Si tu as fait 3 riders, tu as 12 matchs, à moins d'avoir 12 défaites. C'est pas dans la liste. Hein. Ouais.
C'est vraiment... Après, il y a un joueur américain que vous n'avez pas cité qui est vraiment tombé dans la période loose. C'est pas lui que j'ai cité, moi, Lionel? Non. Mais il donne des indices en plus. Je pense, je pense que celui que j'ai donné, il n'a pas assez perdu, mais il n'a pas assez joué, mais je pense qu'il a dû perdre un peu. Ouais, mais je pense qu'il n'a pas assez joué. Il n'a pas assez joué non plus. Je suis d'accord. On n'a qu'à continuer sur le deuxième nom, l'anglais. Que tu avais donné tout à l'heure, ouais. Lui, il a joué beaucoup, c'est sûr. Westwood. Ouais, Lee Westwood, c'est bon, 18 défaites. On est pas mal, hein. T'as une idée ou pas, Chris? Moi, je dirais le deuxième nom européen que j'avais donné parce que lui, il a joué pas mal, mais après, l'américain, forcément, un mec qui en a joué beaucoup. Bah écoute, je me fie à toi. Je suis pas d'une grande aide et quand j'aide, je me plante. Donc, Tom Watson? Tom Watson, non. Ah, putain. Excuse-moi. Désolé, mon Chris. Désolé. Non, mais c'est bon aussi. C'était pas facile. Hein. Non. Ouais, je peux vous citer des noms. Est-ce qu'il y a l'espagnol Gallardo dedans? Non. Le copain Après, on aurait dit Bernard Langer. Bernard Langer, c'est bon. Oh là là, on est trop pas du tout pensé. Furyk. Furyk, 20 défaites. Hein. Ah putain, c'est vrai, c'est Jim qui avait Furyk. raison. C'est Gugu qui avait raison. Et Furyk, 20 défaites en 9 participations. Ah là là. T'avais raison. Stricker? Non, Stricker n'y est pas. David Duval. Hein. Non, David Duval non plus. Il y a David Love the Third. Montgomery, non. Tu peux nous dire l'intégralité du classement, là? Alors, ouais, vas-y, dans l'ordre. Alors, dans l'ordre. Je n'ai pas pensé à... Neil Coles, avec 21. Ouais. Européen des années, c'était 70, je crois, 60-70. Christy O'Connor, 21 aussi. Européen également. Ensuite viennent Jim Furyk et Phil Mickelson avec 20. Nick Faldo, 19. Lee Westwood et Tiger Woods à 18. Et ensuite, ça remonte un peu, mais Bernard Hunt, Peter Alliss, Mark James, Bernard Langer que vous avez cité et Sam Torrance aussi à 15. 2 points, Marion Lio, Cyril, bravo. Allez, on passe à la fiche Wikipédia qui est donc encore un homme. Hein. L'équipe Chris Gugu garde la main puisqu'elle a été tirée en premier dans mon tirage. D'accord. Je suis né en 1939. J'ai commencé comme caddie. Je me mets à jouer grâce aux 3 trous que les caddies ont le droit de jouer après les parties que j'accompagne. D'ailleurs, des petites parties de golf que je joue dans le vent derrière la cabane de mon golf seront d'ailleurs la raison supposée d'un swing que les gens qualifieront tantôt de moche, tantôt de compact, pour 4 points. On aura le tenter un nom ou pas? T'as une idée, Chris, ou pas? Allez, je tente. Eamon Darcy. Non, c'est pas Eamon Darcy. En 1956, je m'engage dans la marine où je joue quand même au golf, et notamment face à Orville Moody qui me rejoindra sur le PGA à la fin des années 60. Joueur avec beaucoup d'humour, je déclare par exemple que même Dieu ne peut pas jouer un fer 1, que j'ai été frappé par la foudre, servi dans l'armée, mais que je n'ai peur que de ma femme. Je suis... Ah, Cyril, il l'a, mais sur le bout de la langue seulement. Mais oui, c'est l'histoire du fer 1. Oh. Parce que si vous prenez pas là et que Chris a la réponse derrière, il n'est pas faux poteau. Je pense que Chris l'a, donc... Oui, je vois dans le regard de Chris, c'est bon. Ah la vache, Bilal, je l'ai là. Et pas dans mes yeux à moi, non? Ça se voit pas, non? Non. J'ai un doute, hein. Plus ça va, plus j'ai un doute. C'est pas grave. Ça. Tu les obliges au moins à tenter déjà. Sam Snead? Non. Sam Snead, c'était avant. Gugu, vous la tentez ou pas? Moi pas, mais lui oui. Moi je dis Lee Trevino. Ouais, c'est gagné. Merci Chris. C'est la marine. Côté humoristique, hein. La marine et après le fer 1, ouais. Ouais. Ah. Ouais. Jamais. Il n'y avait rien de golfique, mais je remporte l'US Open ma 2e année sur le tour devant Niklos. Je remporte 29 titres sur le PGA. Je suis 14e meilleur all-time selon Golf Digest. Je ne remporte jamais le Masters. Ouais, c'est le Masters qu'il n'a pas. Ouais. Il ne fait pas une carrière Grand Slam parce qu'il lui manque le Masters. Il a 2 fois tous les autres, mais pas le Masters. Ouais. Il intègre le Hall of Fame en 81. Il fait 7 Ryder Cup avec les USA. Il est né dans le Texas comme le meilleur joueur de tous les temps. Un point bonus. Lorenz Spieth. Exactement. Ah bah ça fait 3-3 du coup. Je suis la fierté de la communauté mexicaine qui me surnomme The Merry Mex, Super Mex, les Trevino.
Excellent encore, Chris, bravo. Bravo, Chris. Bravo. En plus, Sam Snead, il est beaucoup plus vieux que ça. Il est donc- plus Il est vieux, plus vieux, ouais. ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Parce qu'il gagne dans les années 50-60. Ouais. Quoi. Impressionnant. Quel champion ce Chris. Mais C'est vrai. franchement, donc Merci. c'est vraiment avec beaucoup de regrets que nous devons te laisser partir et aller vers de nouvelles aventures. Au revoir. Ça aura vraiment été un Nous plaisir. aurions vraiment aimé que tu continues avec nous, mais Moi, bon, c'est je tout, sais hein. que le devoir t'appelle ailleurs maintenant. Alors, bonne continuation à toi, Chris. Nous aimerions gagner dans notre médiocrité. Alors, Moi, je fais attention parce que l'autre jour, Curvan, il a failli m'étouffer de rire tellement j'étais en train de boire. Bon, Nul bah, n'est tenu messieurs, à- dames, c'était encore Merci une bien encore, belle ouais. émission à faire à vos côtés. J'espère que le résultat sera à la hauteur de ce qu'on a vécu. Certes. Très intéressant. Merci de votre participation. Nous remercions une nouvelle fois Agathe Sauzon d'être venue nous faire un petit coucou et nous raconter sa vie sur le tour. Merci Marion et merci à vous messieurs. À très bientôt. Merci. Très bientôt, merci. Au revoir tout le monde. Lâche rien, Gugu. Merci à toutes et tous de votre écoute. Je tenais à créditer la musique utilisée dans ce podcast. Le titre est Anita Latina du groupe Le Gang. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la musique et les prochains épisodes sur notre adresse lepodcastgolf.petiteballeblanche.com. À très bientôt. Que Evian c'est un majeur et c'est voilà et c'est l'Evian Championship, donc tu vas pas aller le faire à Marseille quoi. L'Evian Championship c'est par définition Ouais, Vitel, c'est compliqué. ouais c'est ça, mais bon mais je pense que en plus ce que je disais à Marion dans la semaine, je me suis dit bon allez j'ai essayé de lire plein de choses sur le golf féminin, je me suis dit il va bien nous sortir une joueuse quoi.